On est en 2026 et on peut le dire très clairement, c'est une année charnière pour l'impression 3D. Pendant des années, ce marché a évolué doucement, presque tranquillement. Les machines progressaient, oui, mais à un rythme assez lent, avec toujours les mêmes contraintes. Des réglages complexes, des impressions qui échouaient, une expérience utilisateur parfois frustrante. Mais depuis 2-3 ans, tout s'est considérablement accéléré. L'arrivée de nouveaux acteurs et surtout de nouvelles philosophies de conception. Tout ça, ça a complètement rabattu les cartes. Et aujourd'hui, on n'est plus simplement en train d'améliorer des imprimantes, on est en train de redéfinir ce que c'est qu'une imprimante 3D. Et pour la première fois depuis longtemps, les leaders historiques sont vraiment challengés. Donc forcément, en 2026, tout le monde est obligé de réagir. Mais quand on parle de nouveautés dans le monde de l'impression 3D, on ne parle pas seulement d'imprimantes. Et oui, on va le voir ensemble, mais certaines marques nous sortent des technologies complémentaires aux machines. Et on est en train de plus en plus de passer d'un simple outil à un véritable système complet de production. Et ça, pour moi, c'est la preuve que tout s'accélère pour les fabricants comme pour les makers. Alors c'est parti, allons voir ce que nous réservent les futures imprimantes 3D de 2026. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. On commence en beauté avec une annonce de dernière minute qui a complètement secoué la communauté de l'impression 3D. J'ai nommé la Bambu Lab X2D et cette dernière est officiellement disponible à la vente. Alors ce n'est pas une révolution totale, mais plutôt une accumulation de petites améliorations très intelligentes qui en font probablement la machine la plus cohérente de la marque chinoise. Comme prévu, Bambu vient donc de compléter le vide de 700 € qu'il y avait entre la P2S et la H2S, avec une imprimante qui se positionne comme un mix parfait entre ces deux machines. On trouve ici un format compact, fidèle à l'ADN historique de la marque, avec un plateau de 256 sur 256 mm. Loin de la tendance actuelle aux machines toujours plus imposantes donc. La grande nouveauté, c'est évidemment sa nouvelle tête d'impression double buse, qui reprend en gros la structure de la H2D, mais tout en gommant les petits problèmes de gestion de buse qu'on pouvait avoir précédemment sur la H2D. Bambu semble proposer un mécanisme ici qui semble plus fiable et plus fluide, capable d'enchaîner les changements de buse sans pour autant perdre en fluidité. Bref, de quoi rassurer ceux qui craignaient les petits soucis de gestion de buse. Mais la X2D ne s'arrête pas là. Elle introduit un tout nouveau système de gestion d'air et de refroidissement. Ce dernier est pensé pour réduire de manière drastique le warping et les déformations lors de l'impression. Autre ajout premium, un double chauffage de chambre permettant un contrôle thermique bien plus homogène, ainsi qu'un énorme système de filtration arrière avec 3 filtres pour améliorer de manière significative la qualité de l'air qui sort de la machine. Pratique quand on imprime des matières comme l'ABS. Côté spec, la buse elle monte jusqu'à 300 degrés, donc c'est moins que les 350 degrés de la H2D et ça confirme donc son positionnement semi-premium plutôt que quelque chose de full industriel. Enfin, Bambu accompagne ce lancement avec un tout nouvel accessoire, le filament Track Swift. Ce dernier est vendu séparément et conçu pour optimiser la gestion des filaments lorsqu'on utilise plusieurs AMS. Et concernant le tarif, la X2D elle est proposée à 629 €, seul et 849 € en version combo, donc ça signifie avec un AMS 2 Pro en plus. En résumé, la X2D elle ne semble apporter aucune innovation majeure unique, mais elle semble plutôt perfectionner tous les aspects de la formule Bambu. Et c'est peut-être exactement ça qu'attendaient tous les nostalgiques de la X1 Carbone. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en train de vous préparer une review complète sur cette machine, donc n'oubliez pas de vous abonner. On enchaîne par la future sortie la plus concrète et probablement la plus imminente de cette vidéo. Prusa, qui est pourtant resté assez discret ces derniers temps sur les segments des imprimantes modernes, prépare clairement un grand retour. La marque, elle a présenté le INDX lors du Fornex 2025. Et depuis quelques mois, plusieurs indices pointent vers la sortie de cette nouvelle machine. On a vu passer des références dans des dépôts de logiciels, des discussions de développeurs et surtout des échanges assez sérieux dans la communauté autour
autour d'un nouveau système basé sur un concept d'impression multi-outils. Alors ça ne serait pas une nouvelle machine à proprement parler, j'ai un peu menti, mais c'est plutôt un nouveau système de changement de tête. En fait, c'est davantage une amélioration de leur imprimante 3D. Le INDX pourrait être installé sur d'anciennes machines de Prusa, comme par exemple la Core One. Et c'est exactement là que ça devient très intéressant, parce que Prusa ne semble pas vouloir copier Bamboo ou Elegoo. Ils ne partent pas sur des machines Core XY ultra fermées avec des AMS classiques, ils iraient plutôt vers une approche différente avec un système modulaire, inspiré de leur expérience avec la Prusa XL, mais en plus rapide, plus compact, le tout avec 8 buses. L'idée, ça serait donc d'avoir une machine qui est capable de gérer plusieurs têtes d'impression de manière plus intelligente, avec moins de pertes de filaments et surtout une bien meilleure gestion des matériaux complexes. En gros, là où Bamboo optimise l'expérience utilisateur, Prusa pourrait plutôt essayer d'optimiser la manière d'imprimer en elle-même. Et si ça se confirme, ça pourrait être une vraie alternative au système multicouleur actuel, qui sont efficaces mais très gourmands en termes de purge. Et côté timing, tout nous laisse penser à une sortie printemps 2026. Donc pour une fois, on n'est pas sur une simple rumeur lointaine. Mais comme toujours, la question avec Prusa, ça ne sera pas est-ce que ça marche, mais plutôt à quel prix ils vont nous sortir tout ça. Parce que la marque a toujours été plus chère que la concurrence, avec une approche plus ouverte et plus orientée fiabilité que performance brute. Donc à voir si cette INDX va réussir à trouver sa place face à des machines de plus en plus accessibles, ou si elle va rester un produit de niche pour des utilisateurs très avancés. Mais une chose est sûre, c'est probablement la sortie d'imprimante la plus crédible et la plus proche qu'on ait aujourd'hui. Alors là, on arrive probablement sur la plus grosse surprise de cette vidéo. Une machine que vraiment personne n'attendait sur le marché. Et pourtant qui pourrait bien s'attaquer frontalement à Bamboo Lab, qui domine aujourd'hui très largement le marché de l'imprimante 3D grand public. Et ça depuis 2-3 ans. Ça serait donc Mova qui débarquerait avec la palette 300. Et clairement, il ne semble pas avoir fait les choses à moitié. Parce que là où la plupart des marques essayent de copier ce que fait Bamboo, notamment avec des systèmes multicouleurs type AMS, Mova prend une direction complètement différente. Leur idée à eux, ce n'est pas d'optimiser le changement de filament, c'est de le supprimer. À la place, ils ont développé un système appelé Omni-Élément, basé sur un carrousel de buses interchangeable automatiquement. Concrètement, chaque buse est dédiée à un filament, et quand la machine doit changer de couleur ou de matériau, elle ne purge pas, elle dépose simplement la buse actuelle et on récupère une autre. En fait, j'ai l'impression que c'est sensiblement comme le système Vortex de chez Bamboo, mais cette fois-ci, on aurait 12 buses. C'est donc un peu la même philosophie que la H2C, mais avec une machine légèrement plus compacte, avec un plateau de 30 sur 30 cm. La palette 300 a aussi des boîtiers multicolores de 6 bobines, au lieu de 4 chez la plupart de ses concurrents, ce qui permet ainsi de gérer encore plus de couleurs sur le même temps d'impression. Pour moi, sur le papier, la marque veut se positionner en concurrent sérieux de Bamboo Lab avec leur fameux système Vortex. Et ça, encore une fois, sur le papier, ça peut tout changer. Parce que aujourd'hui, le principal défaut du multicouleur, c'est le gaspillage et le temps perdu par la purge. Ici, avec la Mova, ce problème disparaîtrait presque complètement. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. La palette 300 peut être couplée à des modules appelés RFD6. Et c'est là que ça peut vraiment devenir extrême. En empilant ces modules, la machine peut gérer jusqu'à 36 couleurs. Et ça simultanément. On n'est donc plus du tout dans les standards actuels. Et ces modules ne servent pas uniquement de stockage. Ils devraient aussi intégrer un système de chauffe active capable de monter jusqu'à 85 degrés. Et ça permet de maintenir les filaments dans des conditions optimales en permanence. Et ça, c'est un point vraiment crucial pour certains matériaux techniques sensibles à l'humidité. Sur le plan matériel, la machine, elle se veut ultra ambitieuse. Elle embarque des dizaines de capteurs pour surveiller la température, le flux, la calibration, avec évidemment des automatisations poussées. Mais comme souvent en impression 3D, le vrai enjeu, c'est pas uniquement la mécanique. Mova arrive avec son propre slicer, Atomform, et c'est probablement là que tout va jouer. Parce que aujourd'hui, ce qui fait la force de Bamboo, ce n'est pas seulement le hardware, non, c'est tout l'écosystème logiciel autour. Donc la question est simple, est-ce que Mova est capable de suivre sur ce terrain-là avec une expérience utilisateur stable et fiable? Et si la réponse est oui, alors on est peut-être face à un premier vrai concurrent sérieux de Bamboo Lab, et ça depuis pas mal de temps. Et si c'est non, ça restera
certes une machine impressionnante sur le papier, mais difficile à adopter au quotidien par le grand public. Et dans tous les cas, ça montre une chose très claire, en 2026, la guerre de l'impression 3D ne se joue pas seulement sur la vitesse ou la qualité d'impression, elle se joue aussi sur l'innovation et sur la manière de repenser complètement l'expérience utilisateur. On enchaîne avec une machine qui pour le coup ne relève plus vraiment de la rumeur. J'ai nommé la FlashForge Creator 5. Elle est déjà officialisée et elle pourrait bien marquer un vrai tournant pour la marque. Parce que oui, FlashForge revient avec une proposition assez différente de ce qu'on voit actuellement. Ici, l'objectif n'est pas simplement de faire une imprimante rapide ou facile à utiliser. L'idée, ça serait de repenser complètement l'impression multimatériaux. Et tout ça repose sur un système nommé Flash Swap. Concrètement, on est sur un tool changer avec 4 têtes d'impression stationnées. Chaque tête est déjà chargée avec son filament, prêt à être utilisé. Et quand la machine a besoin de changer de couleur ou de matériau, elle ne va pas purger comme avec un système de type AMS, elle vient simplement déposer la tête actuelle et récupère une autre. Résultat, quasiment plus de déchets de purge, un énorme gain de temps au passage et une impression multimatériaux beaucoup plus clean. Et ça, c'est donc un vrai changement de philosophie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes multicouleurs sont efficaces, mais comme on l'a déjà dit dans cette vidéo, extrêmement gourmands en filaments. Côté machine, on est sur une architecture Core XY avec un volume standard 256 mm. Donc c'est très classique, mais très propre pour le bureau. La vitesse annoncée, là aussi quelque chose d'assez classique et habituel, 600 mm/s, avec tout de même une bonne vitesse d'accélération à 30 000 mm/s carré. On est à ce niveau-là sur les standards plus, je dirais, du marché. La machine, elle est ouverte, donc sans caisson, ce qui limite principalement cette machine à du PLA, du PETG ou au mieux du TPU, mais on a une version Creator 5 Pro avec un caisson fermé et un chauffage actif, ce qui serait pour le coup là vraiment pas mal. Autre point intéressant, la calibration elle est entièrement automatisée avec un système de capteurs assez complet. On va retrouver notamment la détection de fin de filament, les nœuds dans la bobine et même des fonctionnalités basées sur l'IA pour détecter des problèmes. Ça peut être par exemple des traces de brûlure sur la pièce ou des objets posés sur le plateau. Après ça sur le papier c'est très bien, mais encore faut-il que tout ça fonctionne. Il y a aussi une caméra qui est intégrée, une connexion Wi-Fi pour piloter la machine à distance, l'appareil quelque chose d'assez classique, et côté prix on serait sur environ 649 $ en version Early Bird pour un prix final aux alentours des 799 $. Et surtout la sortie elle est prévue d'ici quelques semaines. Donc là encore on est sur du concret. Maintenant la vraie question c'est de savoir si le système de Tool Changer va réussir à s'imposer face à une solution fiable par rapport à des systèmes type AMS. Parce que sur le papier c'est sûr que c'est mieux, il n'y a pas photo, mais si ça manque de fiabilité, finalement un système type AMS fiable, même si ça consomme davantage, ça reste peut-être quand même davantage intéressant. Et vous savez à quel point pour moi la fiabilité c'est un des critères number one pour une imprimante 3D. Mais en réalité quand on voit tout ça on peut se dire que cette FlashForge elle est finalement un peu pareille qu'une Snapmaker U1, il faut peut-être pas chercher plus loin, elle semble avoir les mêmes specs, le même principe de changement de tête, bref ça semble juste être une nouvelle machine multitête adaptée à la demande croissante du marché. Un marché qui visiblement réclame toujours plus de multicouleurs. Le truc dommage c'est vraiment que la FlashForge comme la Snapmaker ne puisse pas gérer des matériaux techniques et seulement finalement des matériaux basiques. Donc je ne sais pas si la Creator 5 sera une machine idéale pour commencer l'impression multicolore ou si ça sera juste une banale copie d'une imprimante U1, mais dans tous les cas on va la recevoir d'ici quelques semaines, quelques jours et on va vous préparer une review. On finit par un changement total de registre parce que les marques ne préparent pas seulement des nouvelles machines, ils s'attaquent carrément à toute la chaîne de production du filament. Et quand je dis les marques, je parle ce coup-ci de Creality, avec le filament Maker M1 et le Shredder R1. Le fabricant chinois proposerait une solution complète pour recycler et réutiliser ces déchets d'impression 3D. Et ça, c'est peut-être un énorme game changer dans la manière de consommer l'impression 3D. Ce système, il s'appelle le Fila Studio et il fonctionne en 2 étapes très simples sur le papier. D'abord, on a
a le shredder R1, c'est lui qui va s'occuper de broyer tous vos déchets, les impressions ratées, les supports et même les résidus de purge des systèmes multicouleurs. Entre parenthèses, si cette techno n'a pas complètement changé d'ici un an, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il ne fait pas que broyer. Il intègre aussi une fonction de séchage pendant le processus. Et ça permet d'éliminer l'humidité du plastique. Et ça, c'est crucial, parce que l'humidité, c'est un des pires ennemis de l'impression 3D. À la sortie, vous allez obtenir des granulés uniformes, d'une taille inférieure à 4 mm. Et ces derniers sont prêts à être réutilisés. Et surtout, le R1, il serait compatible avec à peu près tous les matériaux. Ça peut être du PLA, de l'ABS, du PETG, de l'ASA, du nylon, du PC, du TPU, bref, quasiment tout ce qu'on utilise en impression FDM. Ensuite, ça serait le tour du filament Maker M1. Et ce dernier prendrait le relais. Son rôle, c'est de transformer nos petits granulés en un filament propre, prêt à être imprimé. Et la machine, elle serait capable de produire jusqu'à 1 kg de filament par heure, avec une tolérance très correcte, 0,05 mm, avec des granulés neufs et plus ou moins 0,1 mm avec des matériaux recyclés. Elle va utiliser 3 zones de chauffe pour monter jusqu'à 250 degrés. Ça va lui permettre de fondre le plastique de manière homogène et 8 zones de refroidissement pour stabiliser le filament à la sortie. Et évidemment, tout ce processus il serait automatisé avec un système de traction, de coupe et de bobinage intégré. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est la personnalisation, parce que vous allez pouvoir créer vos propres mélanges, changer les couleurs, ajouter des effets, voire intégrer certains matériaux ou additifs. Et même les odeurs et les microparticules seraient gérées. Et ça grâce à un filtre HEPA et un filtre à charbon actif directement plugué sur la machine. Bon, évidemment, tout n'est pas magique. Pour obtenir un filament vraiment stable, il est recommandé de mélanger environ 50% de matière recyclée avec malheureusement 50% de granulés neufs. Donc non, vous ne pourrez pas refaire une bobine parfaitement unique avec vos déchets. Mais malgré ça, le coût reste quand même extrêmement intéressant. Creality estime qu'une bobine recyclée reviendrait à environ 5 €. Côté disponibilité, le projet doit d'abord passer par une phase de financement participatif avant une commercialisation plus large. Donc pour l'instant, j'ai malheureusement pas de prix officiel ni de date de sortie définitive. Maintenant, la vraie question pour moi, c'est l'adoption. Est-ce que les utilisateurs sont prêts à intégrer ce type de workflow plus technique dans leur quotidien? Ou est-ce que ça restera un outil ultra niche pour des makers très avancés? Mais pour moi, une chose est sûre, avec ce genre de produit, l'impression 3D ne se limite plus à imprimer des objets. Ça commence à devenir un véritable système de production quasiment autonome. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis grave curieux. Sur le papier, ça a l'air simple à utiliser, mais est-ce que le prix va pas repousser certains utilisateurs? Est-ce que finalement, c'est pas plus rentable d'acheter des bobines neuves? Et est-ce qu'in fine, le filament sera de qualité? Bref, ça fait quand même pas mal de questions à se poser avant d'acheter ce type d'engin. En tout cas, moi perso, je suis très curieux de le tester et c'est sûr que si on arrive à mettre la main dessus, on vous en fera une review. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit avec ces nouveautés, ce n'est pas juste une petite évolution du marché. Là, on commence à être sur un changement de paradigme. D'un côté, on a des machines comme la FlashForge Creator 5 qui cherchent à révolutionner la matière d'imprimer en retravaillant totalement le système multimatériaux qu'on a depuis 2-3 ans. Et de l'autre, on a des projets comme le filament Maker M1 et le Shredder R1 qui là repensent complètement la gestion de ressources et la gestion des déchets en impression 3D. Et au milieu de tout ça, on a des acteurs comme Prusa qui tentent de redéfinir l'équilibre entre performance, modularité et fiabilité. On n'est donc plus dans une guerre de vitesse ou de précision. Non, désormais, on est vraiment dans une guerre d'écosystème. Les fabricants ne vendent plus seulement des imprimantes 3D, ils veulent construire des systèmes complets. Et ça change quand même pas mal de trucs. Parce que demain, l'enjeu, ça ne sera plus seulement de savoir quelle imprimante est la plus rapide ou la plus précise, mais laquelle s'intègre le mieux dans une chaîne de production plus personnalisée. Et c'est ça pour moi l'enjeu à venir. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.